gravitation. Bonjour, donc on va parler de la gravitation universelle. C'est une loi qui a été établie par Isaac Newton jusqu'à ce qu'elle soit modifiée là, par Einstein, mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. On s'attarde à la version de Newton, donc c'est ce qu'on regarde. Au Moyen Âge, les gens pensaient que la Terre était plate, était pas ronde, et pensaient aussi qu'elle était située au centre de l'univers. Évidemment, on le sait, ça a changé. Et la première personne à qui on doit ce changement-là, c'est Nicolas Copernic, donc qui était un moine polonais. Donc, Copernic a remis de l'avant le système héliocentriste, c'est-à-dire le système pour lequel le Soleil, et non pas la Terre, était au centre de l'univers. Donc, ça existait déjà dans l'Antiquité, c'était une des hypothèses. Lui, il l'a remise de l'avant et il s'est basé sur ses observations, contrairement aux hypothèses en vigueur au Moyen Âge qui, elles, étaient basées plutôt sur des arguments religieux. Il a fallu attendre ensuite Tycho Brahe pour avoir des observations de plus grande qualité. Donc lui, c'est un Danois, c'est un Danois, effectivement, et il a travaillé, si je ne me trompe pas, à Prague. Et donc c'est là qu'il a fait beaucoup de ses observations et sur le mouvement des planètes. Et puis son assistant, celui qui est devenu par la suite son assistant et qui a complété ses études, s'appelle Johannes Kepler et lui a établi ce qu'on appelle les lois de Kepler. Donc, il a mis en mathématiques les observations qu'il a fait lui-même et qui a été faites, en fait, initiées par son maître Tycho Brahe. Un autre nom, avant qu'on parle de Kepler, celui de Galilée. Donc, Galilée, c'est un des personnages les plus importants de la physique. On lui doit en fait le début de la physique. Il y en a plusieurs qui vont dire de Galilée qu'il est le père de la physique. Certains vont dire c'est Newton. Bon, là, on peut débattre, mais disons que c'est un personnage très important. Il l'a pas inventé, mais disons qu'il a amélioré la lunette astronomique. Donc, il a fait des observations avec ça. Et il a popularisé, comme on l'a dit, le système héliocentriste, à tel point que ça lui a nuit. Ça lui a nuit pourquoi? Ben parce que à l'époque, la religion était très forte, surtout il y avait l'Inquisition, et Galilée a dû faire face à l'Inquisition et il a dû se rétracter s'il ne voulait pas être décapité. Okay? Donc, bon, c'est un petit moment noir là, dans l'histoire de la religion, mais disons que Galilée, ses idées ont survécu à ce petit épisode-là. La première loi de Kepler, qu'est-ce que c'est? Elle nous dit que les planètes décrivent des orbites elliptiques ayant le Soleil comme un de ses foyers. Bon, là, il faudrait d'abord savoir c'est quoi une ellipse. Donc, une ellipse, qu'est-ce que c'est? Bien, une ellipse, c'est une figure qui est formée comme ça. Donc, on a besoin de deux points qu'on va appeler des foyers. Et si je prends la somme des distances à ces points, à ces deux points-là, ben ça va me former, hein, si je la maintiens égale, ça va me former une ellipse. Donc si par exemple je mets un crayon au bout, ça ici c'est une corde, et puis je mets un crayon, puis je déplace mon crayon, ben la distance, okay, la somme, la corde est dans la même distance, donc la somme des distances au foyer va rester la même. Ben à ce moment-là, je vais décrire la courbe en rouge qu'on appelle une ellipse. Donc l'ellipse, elle est définie aussi par un grand axe A, en fait un demi-grand axe A, et un demi-petit axe B comme ça, de sorte que la formule de l'ellipse, c'est x2 sur A2 plus y2 sur B2 qui est égal à 1. Si mes deux axes ont la même grandeur, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que ici, au lieu d'un B, je vais mettre un A, donc j'aurai x2 sur A2 plus y2 sur A2 est égal à 1. Ça, ce serait la formule d'un cercle. Pour le cercle aussi, on a les deux foyers qui sont confondus ici au centre de la figure. Donc, l'idée de Kepler, c'est que le foyer occupe la position, en fait, le Soleil occupe la position d'un des foyers et la Terre ou les autres planètes font une orbite qui est elliptique autour du Soleil comme ça. Là, l'ellipse, on l'a exagéré. Là. Je l'ai exagéré là, pour qu'on voit bien c'est quoi une ellipse, mais en réalité, la différence entre les foyers n'est pas tant que ça. Là.
peut-être d'ici à ici, ou bon, ça dépend des planètes, là, mais ça ressemble à un cercle, mais c'est pas tout à fait un cercle, et ça, les observations de Brahe avaient permis de le démontrer. La deuxième loi de Kepler, c'est que les planètes balaient des aires égales en des temps égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma planète tourne autour, comme ça, du Soleil, et en un certain temps, ça s'exprime en journée ou en année, peu importe, l'air qui est balayé, donc la partie en gris ici, là, je suis parti d'ici, j'ai attendu un certain temps, oups, l'air qui est balayé, ben c'est la même, peu importe, en fait, peu importe la position par rapport à l'orbite, tant que les distances, tant que les temps sont pareils, ben l'air va être pareil. C'est pour ça que si je suis plus éloigné du Soleil, ben je vais décrire un angle qui est plus petit pour avoir le même air. Donc la planète va aller plus lentement. Autrement dit, quand je suis au bout ici, la planète va plus lentement que quand je suis près du Soleil, comme ça. Okay? Donc ça, c'est la deuxième loi de Kepler. La troisième loi nous dit que le carré de la période de révolution, qui est T, donc le temps que ça prend à la planète pour faire le tour du Soleil, ben c'est proportionnel au cube du demi-grand axe A. Donc je pourrais toujours l'exprimer comme ça. A3 sur T2 est égal à une constante. Okay? Donc ça a été établi par Kepler. Maintenant, c'est quoi l'origine de ces formules-là? Ben là, il a fallu attendre à Newton qui a fait ressortir ça. Newton, c'était un bon élève. Il avait étudié à l'université de Cambridge, son baccalauréat, et il a dû interrompre la fin, comme plusieurs de ses camarades, parce qu'il y a eu la peste. Donc, il y a eu la peste, ben, pas lui qui a attrapé la peste, mais la peste sévissait à cette époque-là. Et entre 1665 et 1667, il s'est retiré à la campagne. C'est là, dans cet état-là, où il y avait plein de temps libre, qu'il a mis sur pied plein des théories qu'on lui doit. Donc, notamment, le développement du calcul différentiel intégral. Il a fait des expériences sur l'optique. Il a aussi développé les lois de la mécanique, on les a vues, les lois de Newton, et il a développé aussi la théorie de la gravitation. Ces résultats, il les a publiés en 1687, donc 20 ans plus tard quand même, ça a pris du temps, dans un livre qui s'appelle Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, qui veut dire les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Donc, il expliquait, autrement dit, la science avec des mathématiques, ce qui était quand même, c'était pas le premier à l'avoir fait, mais c'était quand même une idée assez nouvelle, et lui, il l'a poussé à un point incroyable, et c'est un point de non-retour. À partir de Newton, on est vraiment entré dans une ère nouvelle de la science, et là, on peut parler de science moderne. Donc, la légende veut que Newton ait établi sa loi de la gravitation après avoir reçu une pomme sur la tête. Bon, ça reste que c'est peut-être juste de la fiction. Toujours est-il que le génie de Newton, c'est d'avoir fait le lien entre ce genre de phénomène-là, donc une pomme qui tombe, et des phénomènes célestes, comme la Lune qui tourne autour de la Terre. C'est pas banal, et ça le fait que Newton, en faisant ça, ben, il a pu convaincre nombre de ses contemporains de la validité de ces théories. Okay? Donc, la pomme qui tombe et la Lune qui tourne autour de la Terre, c'est pour Newton le même phénomène, et c'est ce qu'il a décrit avec sa loi de la gravitation. Donc, quelle est cette fameuse loi de la gravitation? Ben, c'est la suivante. Donc, si j'ai deux corps, deux objets, donc ça peut être une planète et son satellite, par exemple, ou le Soleil et une planète. Donc, la force qui est exercée sur l'objet 1 par un objet 2, c'est égal à la chose suivante. Donc, j'ai une constante multipliée par le produit des masses, donc la masse de l'objet 1, la masse de l'objet 2, et c'est divisé par le carré de la distance entre les deux objets. La force, elle est dirigée de l'objet 1 vers l'objet 2, si je l'exprimais comme ça. Et donc, c'est sûr, c'est vectoriel, c'est une force. La force est un vecteur. Vous verrez que par la suite, on va laisser tomber le vecteur. On va s'intéresser seulement à la grandeur de la force, mais disons, pour l'instant, on fait ça comme ça.
Donc, le G, qu'est-ce que c'est? C'est la constante de gravitation, ou qu'on appelle souvent la constante de Cavendish, parce que Cavendish a fait des expériences sur Terre permettant d'établir la constante avec une précision plus grande que ce que je vous montre ici. Donc, les unités de la constante, c'est des newtons mètre carré sur kilogramme carré, si on veut qu'au total, ici, on ait des newtons à la sortie. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la force exercée sur 1 par 2, mais on sait maintenant, avec les lois de Newton, avec la troisième loi de Newton, que la force qui serait exercée sur l'objet 2 par l'objet 1, elle aurait exactement la même forme, elle aurait la même grandeur, mais elle serait dirigée dans un sens opposé. C'est pour ça qu'on a mis un signe moins ici. Mais essentiellement, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout objet dans l'univers attire tous les autres objets. On ne s'en rend pas nécessairement compte. Puis c'est tant mieux parce qu'il y en a que ça pourrait peut-être déranger. Mais disons que on le ressent quand il y a un des objets qui est gros. Par exemple, on sait qu'on est attiré par la Terre parce que la masse de la Terre, elle est énorme. Donc c'est pour ça qu'on est attiré. On le ressent, on ne peut pas faire autrement. Ça m'amène maintenant à vous parler de champ gravitationnel. Donc de la même façon qu'il y avait un champ électrique, il y avait un champ gravitationnel. Donc j'ai la forme ici de la force qui, dans le fond, ressemble drôlement aussi à la forme là, de la loi de Coulomb là, pour le champ électrique. Mais là, ici, qu'est-ce qui arrive si j'ai mon objet ici qui est à une certaine distance de la Terre, donc il subit une force. Qu'est-ce qui arrive si j'enlève mon objet? Bon, j'enlève mon objet, il reste quand même une chose qu'on appelle le champ gravitationnel. Ça veut dire que si je mettais une masse, il y aurait une force qui serait matérialisée. Donc, ce champ gravitationnel, on l'appelle, on utilise normalement un vecteur G minuscule pour l'exprimer. Et puis, il va pointer dans le même sens que la force, parce que tout ce que j'ai enlevé, c'est une masse. La masse n'a pas de direction. Là. Donc, c'est vraiment dans le même sens que la force, le champ gravitationnel. La grandeur, si je compte juste, là, je ne regarde pas la direction, je regarde juste la grandeur. Donc, c'est une fonction de la distance de R. Donc, c'est égal à G fois M sur R2. Donc, j'ai juste enlevé le petit m ici. Donc, je pourrais toujours décrire des cercles autour de ma Terre. Et puis, peu importe où je suis, mais quand je suis à la même distance, mais peu importe autour de la Terre, je subis la même force là, gravitationnelle parce que le champ gravitationnel, il dépend juste de la distance. Donc, plus on s'éloigne, plus le champ est faible. Maintenant, ça nous permet de poser la question, qu'est-ce qui se passe à la surface de la planète ou d'une planète? Il se passe qu'à ce moment-là, la distance par rapport au centre de la planète, ça se trouve être le rayon de la planète, tout simplement. Donc, ma force de gravité, je peux l'exprimer comme ça, ça devient maintenant le poids. Donc, si moi, j'ai une masse M, je suis à la surface de la Terre, la force résistante, c'est ça. Et ça s'appelle le poids. Donc, le poids. Je pourrais mettre le M de côté parce que, donc, dans le fond, juste pour mettre en évidence que le poids, donc cette force-là, c'est le produit de la masse fois le champ gravitationnel G ici. Or, vous vous rappelez que les lois de Newton, la deuxième loi de Newton, nous disait que la force était égale aussi à la masse fois l'accélération. Ce qui veut dire que, pas le poids, mais le champ gravitationnel se confond avec l'accélération d'une masse qui subit ce champ gravitationnel-là. Donc, c'est pour ça qu'on souvent va parler de G comme une accélération gravitationnelle et non pas comme simplement le champ gravitationnel. Donc, si on ne s'éloigne pas tellement de la surface de la planète, à ce moment-là, le R, ici, il ne varie pas beaucoup. Et puis, on va dire que c'est une constante. Donc, en général, ce champ-là, en fait, cette force-là dépend de la distance, mais comme on ne bouge pas beaucoup par rapport à la surface, on considère que c'est constant. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le champ gravitationnel, on dit, quand je suis à la surface de la Terre, on va juste dire que c'est une constante, puis on va la calculer, cette constante-là. Donc, sur la Terre, le rayon moyen, c'est 6,371 fois 10 à la 6 mètres. C'est pas le même partout. Donc, si je suis à l'équateur, le rayon est un peu plus grand que si je suis au pôle. Mais en moyenne, c'est notre valeur. La masse de la Terre, elle, c'est 5,974 fois 10
à la 24 kg, ce qui est énorme. Mais ça me permet à ce moment-là de calculer l'accélération gravitationnelle. J'ai simplement à faire le calcul. Donc, il est là ici mon G. Hein, donc, c'est la constante de gravitation, la constante de Cavendish, multiplié par quoi? Ben, multiplié par la masse, qui est 5,974 fois 10 à la 24 kg. Et c'est divisé par le carré, hein, ici, du rayon moyen de la Terre. Donc 6,371 fois 10 à la 6 mètres. Je mets ça au carré et je tourne la manivelle et ça va me donner 9,8 newtons par kilogramme, ce qui est bon parce que j'ai dit des newtons divisé par des kilogrammes, mais ça me donne mon accélération. Vous remarquerez ici que je n'ai pas respecté correctement les chiffres significatifs. Pourquoi? En fait, j'ai comme enlevé des chiffres significatifs. La raison, c'est simplement parce que, en fait, ça, c'est vraiment un rayon moyen. Donc, je l'ai exprimé, le rayon moyen, avec une grande une incertitude, donc quelque chose d'une précision. Par contre, en réalité, ben, ça dépend vraiment où on est placé sur la Terre. Donc, ça peut varier entre l'équateur et le pôle, comme je l'ai mentionné. Donc, ça, c'est l'accélération gravitationnelle sur la Terre. Maintenant, je pourrais la calculer sur la Lune. Puis, en fait, je pourrais la calculer un peu partout. Si je suis sur la Lune, ben là, le rayon, il n'est pas pareil. C'est 1,737 fois 10 à la 6. Donc, vous voyez que c'est plus petit que la Terre, mais c'est quand même du même ordre de grandeur. La masse, par contre, elle est beaucoup plus petite, parce que là, je suis, hein, comme c'est on peut l'associer à quelque chose qui ressemble à une sphère. Donc, c'est le cube du rayon qui compte. Donc là, même si le rayon, il se ressemble, mais là, le cube, ben, là, ça fait une différence. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la masse, ben, je suis plus petit. Là, je suis rendu à 7,348 fois 10 à la 22 kg. Bon, toujours est-il que, encore une fois, je mets les chiffres dans la formule, je tourne la manivelle et ça me donne environ 1,6 newton par kilogramme. Ce qui me fait dire quoi? Bien, que cette accélération gravitationnelle, elle est plus petite que celle qu'on a sur Terre, environ 6 fois. Ce qui fait que notre poids, hein, j'ai juste à multiplier par la masse puis ça me donne le poids, bien, notre poids est environ 6 fois plus petit sur la Lune que sur la Terre. Notre masse, elle est pareille, mais notre poids, environ 6 fois plus petit sur la Lune que sur la Terre. Puis là, je vous invite à faire le même genre de calcul, mais pour d'autres planètes qui seraient plus petites ou plus grosses que la Terre. Il nous reste à parler maintenant des forces de marée. Donc, c'est un phénomène dont vous avez déjà entendu parler. Essentiellement, qu'est-ce qui arrive? Ben, j'ai ma force ici de gravité, hein, qui dépend de la distance. Donc, c'est 1 sur R2. Donc, ça, c'est le champ gravitationnel. Si maintenant, je regarde, en fait, ça s'applique au milieu de la Terre, au centre de gravité de la Terre. Mais je peux regarder, mais qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas au centre? Parce que autour de la Terre, il y a de l'eau. Et l'eau, c'est un fluide, donc c'est déformable. Donc, dépendamment des forces qui sont subies, ben, je pourrais déformer cette eau-là. Donc, c'est ce qui arrive. On va regarder ça. Qu'est-ce qui arrive quand je regarde un petit peu plus loin ou un petit peu avant notre centre de la Terre? Donc, je regarde, autrement dit, le champ gravitationnel à R plus ou moins. Là, donc, le dr peut être négatif. R plus dr. Donc, ça, c'est égal à M sur R plus dr au carré. Donc, c'est la même chose. C'est juste que j'ai remplacé R par R plus dr. Maintenant, vous vous en doutez, c'est que si je suis à l'autre bout ici, hein, supposons que ma Lune est du côté gauche, ben, à l'autre bout ici, je suis moins attiré que le centre parce que je suis plus loin. Donc, la force ici est un petit peu plus petite. Ce qui aura pour effet de dire que l'eau qui est ici, elle va être moins attirée que le solide de la Terre. Donc, ça va bomber, ça va étirer comme ça. Je peux vous dire la même affaire de l'autre côté. En fait, de l'autre côté, si je suis plus proche de la Lune, ben, ça va tirer un peu plus fort sur l'eau. Donc, l'eau va être un petit peu déformée comme ça. Donc, si je me place, donc ça, c'est ce qu'on appelle le référentiel de l'espace. Par contre, je peux me placer sur Terre et regarder ce qui se passe. Ben, à ce moment-là, il faut que je fasse une espèce de translation au niveau des forces par un vecteur. Le vecteur qui est moins celui de la force exercée sur le centre de Mars. Et puis là, il faut que je combine. Donc ici, j'ai celui-là plus celui-là. Ben, il va me rester juste un petit bout qui pointe vers la gauche. Ici, ben, c'est le contraire. Ça va me donner un petit bout qui pointe vers la droite. Et ça va être ma résultante comme ça. Puis au milieu, ben, ça sera comme si je subissais pas de force. Donc c'est une autre façon de voir le problème. Mais si ça vous mélange, là, laissez tomber. Puis on va juste regarder le référentiel de l'espace. Maintenant, on va essayer de calculer qu'est-ce que ça vaut.
Je peux faire la soustraction. Hein? Je peux dire, je peux prendre lui, puis faire moins lui, puis regarder c'est quoi la différence de force, parce que c'est la différence de force qui fait que l'eau va se déformer. Donc, j'ai juste à à faire la soustraction, bêtement. Puis là, ici, vous voyez, j'ai un carré. Donc, quand je vais mettre au carré, je vais avoir R2 plus 2, R delta R plus delta R au carré. Vous voyez que le R2 moins R2, ça va s'annuler. Donc, il va me rester juste ça comme ça. Et puis, si je continue, donc je peux mettre le R delta R en évidence, comme ça. Et je vais avoir ici entre parenthèses 2 plus delta R sur R. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça comme ça bientôt. Et puis, je peux faire la même chose au dénominateur. Donc, si je mets un R2 en évidence, de plus, là, OK? Donc, je divise par R ma parenthèse, mais pour sortir de la parenthèse, dans le fond, il faut que je le mette au carré. Donc, là, je suis rendu à un R2, comme ça. Donc, j'ai ça ici. Et puis là, au dénominateur, puis au numérateur, je fais apparaître le delta R sur R. Or, le delta R sur R, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire, c'est comme si j'ai mon soleil ici, ou ma planète, ou peu importe, la distance, et j'ai une distance R, puis le delta R, par exemple, ça pourrait être le rayon de ma planète ici. Si ça, c'est petit par rapport à la distance, à ce moment, autrement dit, si delta R sur R, c'est beaucoup plus petit qu'un, je peux ne pas le compter. Ça ne sert à rien. Là. Donc ça, ici, je m'en débarrasse. J'ai dit ça vaut à peu près 0. Ici aussi, ça vaut à peu près 0. Donc, ma formule ici, une fois que c'est simplifié, il me reste 2GM delta R sur R3. Donc, tout ça pour vous dire que cette quantité-là, elle varie beaucoup en fonction de R, en fonction de la position. R3, c'est quand même pas banal. C'est pour ça que l'effet des forces de marée est plus important par la Lune. Donc, ce qui est causé par la Lune, c'est plus important que ce qui est causé par le Soleil. Même si la force de gravité du Soleil est nettement plus grande que celle de la Lune, la différence de force est plus grande dans le cas de la Lune parce que la Lune est plus proche de la Terre. Donc, la distance est vraiment importante dans le phénomène des marées. En résumé, Newton a montré que la gravitation est aussi bien responsable du mouvement des planètes que de la trajectoire des projectiles. Autrement dit, ce qui se passe sur Terre, c'est la même chose que ce qui se passe dans le ciel. La force gravitationnelle de Newton, qu'est-ce que c'est? C'est cette équation-là qui ressemble à la force de Coulomb pour l'électricité. On a que la force gravitationnelle, elle est attractive, donc en fait, tous les objets vont s'attirer dans l'univers. Le champ gravitationnel se confond avec l'accélération gravitationnelle. Attention à ne pas confondre le poids, qui est le produit de la masse par le champ gravitationnel, et la masse, qui est simplement la masse, la quantité de matière. Et finalement, on a vu que les marées sont causées par la variation du champ gravitationnel.